Je m'appelle Eliane Mercier. J'ai 54 ans et des mains qui sentent l'eau de Javel même après 3 douches. Pendant 23 ans, j'ai nettoyé les couloirs de l'hôpital Purpan à Toulouse. À genoux sur du carrelage. Les mains dans le sang et la merde. 80 heures par semaine. 1800 € par mois. Dont 1200 partaient pour mon fils, Sylvain, mon unique enfant. 24 ans, étudiant en informatique à l'université Paul Sabatier. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai vécu dans une chambre de 9 mètres carrés pendant 4 ans, sans douche, au 6e étage sans ascenseur, 380 € par mois, pendant que lui occupait un studio lumineux de 28 mètres carrés avec parquet et douche à l'italienne, 650 € que je payais religieusement chaque mois. J'ai travaillé tous les Noëls, tous les week-ends, toutes les nuits, pour qu'il n'ait pas à travailler, pour qu'il se concentre sur ses études, pour qu'il devienne ingénieur, pour qu'il ait la vie que je n'ai jamais eue. J'ai reporté mes soins dentaires, perdu 2 dents, porté les mêmes chaussures trouées pendant 2 hivers, refusé toutes les sorties avec ma seule amie, mangé des pâtes froides 6 jours sur 7. Pour lui, pour son avenir, pour son diplôme. Ce mardi soir de mars, je rentre de ma vacation de nuit. 22 heures. Je monte mes 6 étages. Les murs de mon immeuble sont en carton-pâte. J'entends tout. Les disputes, les pleurs, les rires. Et cette nuit-là, j'entends sa voix. Mon fils. Qui crie dans son jeu vidéo. Excité, presque hystérique. Non mais attends Jean-Marc, t'es sérieux là? La vieille, elle sait même pas que j'ai quitté la fac il y a 2 ans. 2 ans, tu te rends compte? Elle paye toujours tout comme une conne. Le loyer, Netflix, la fibre, tout. Je fais même plus semblant d'aller en cours. Ma main se fige sur l'éponge que je tenais. L'eau savonneuse coule entre mes doigts. Franchement, tant qu'elle crache la thune, pourquoi je me casserais le cul? Elle vit dans son monde. Elle croit encore que je vais devenir ingénieur. La pauvre, elle se sacrifie pour rien. Rire gras dans son casque. 2 ans, 2 ans de mensonges. Les faux bulletins. Les messages enthousiastes sur ses examens réussis. Les conversations où il me parlait de ses professeurs. Tout. Inventé. Pendant 2 ans, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. Refusé des soins médicaux. Survécu avec 20 € par jour. Pour financer sa vie de parasite. Et il m'appelle la vieille. Il dit que je paie comme une conne. Il se moque de moi avec ses amis. Je ne pleure pas. Je souris. Un sourire froid qui ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà senti. Quelque chose en moi vient de se briser très proprement. Le lendemain matin, je vais voir M. Barthès, le propriétaire de l'appartement de Sylvain. Je ne paierai plus le loyer. Lancer la procédure d'expulsion. 6 jours plus tard, Sylvain m'appelle. Panique, hystérique. « Maman, j'ai reçu une lettre. Ils disent gros que le loyer n'a pas été payé. C'est une erreur, non ?» Ma voix, quand elle sort, est douce, trop douce. « Non, Sylvain, ce n'est pas une erreur. »« Quoi? Tu déconnes ou quoi? Où je vais aller? Ce n'est plus mon problème. Le dimanche, on se voit au restaurant. Le Biban, place du Capitole. Il commande le plat le plus cher. Foie gras, magret, vin, café gourmand, 96 €, sans même me demander comment je vais. Je le regarde. Vraiment. Pour la première fois depuis des mois. Ce visage bouffi. Ses mains molles. Cet étranger qui sent les chips et l'aftershave bon marché. Mon fils. Tu as quitté la fac il y a 2 ans. Je le sais. Son visage se vide de ses couleurs. Je lui annonce calmement que je ne paierai plus rien. Qu'il a 4 mois avant l'expulsion. Qu'il doit se débrouiller. Il explose. Hurle. Frappe la table. Les gens nous regardent. Je te déteste. Les mots tombent comme des pierres. Je ne réponds pas. Je reste calme, froide, et je le regarde partir. Les semaines qui suivent sont un enfer. Pour lui. Il cherche du travail. Personne ne veut de lui. Pas d'expérience. Pas de diplôme. Un trou de 2 ans sur son CV. Son père refuse de l'héberger. Ses amis se moquent de lui. Il finit par s'effondrer. Débarque chez moi un vendredi soir. Assis par terre devant ma porte. Un sac de sport à ses pieds. Les yeux rouges. « Maman, s'il te plaît. » Il entre dans ma chambre de 9 mètres carrés. Voit enfin où je vis. Depuis 4 ans. Le lit qui touche l'évier. La plaque de feu. L'armoire qui penche. Il s'effondre. « Putain, tu vis ici? Depuis que j'ai commencé la fac? » Oui. Il pleure. Vraiment. Pour la première fois depuis des années. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mais désolée ne suffit pas. Je sors une feuille. Un stylo. J'écris un contrat. Conditions strictes. Trouver un travail. N'importe lequel.
Trouver un logement qu'il peut payer, me rembourser 2000 €, arrêter les jeux vidéo, voir un psy. Si tu ne respectes pas ces conditions, je coupe tout contact, définitivement. Il signe, les mains tremblantes. Et alors commence la vraie bataille, celle où un fils doit apprendre à devenir un homme, et où une mère doit apprendre à lâcher prise, à le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever. Parce que parfois, l'amour le plus profond n'est pas celui qui porte, c'est celui qui lâche. Que se passera-t-il? Sylvain trouvera-t-il la force de grandir ou sombrera-t-il définitivement? Eliane tiendra-t-elle bon ou craquera-t-elle face aux larmes de son fils? Leur relation pourra-t-elle se reconstruire après tant de trahison? Et surtout, quand l'amour devient-il toxique et quand devient-il salvateur? Une histoire déchirante sur le sacrifice maternel, l'ingratitude filiale et le courage de dire non à ceux qu'on aime le plus. Parce que parfois, la plus grande preuve d'amour est de laisser l'autre apprendre à voler seul, même si cela signifie le regarder tomber d'abord. Je me souviens de l'odeur. C'est toujours ce qui me revient en premier quand je repense à cette nuit de mars. L'odeur de désinfectant hospitalier mêlée à celle du poulet rôti que je transportais dans un Tupperware. J'avais cuisiné pendant ma pause de 15 heures, entre deux services. Un poulet entier acheté en promotion chez Carrefour, avec des pommes de terre grenaille et du thym. Le thym que je cueille sur le balcon minuscule de ma chambre, parce que c'est gratuit et que ça donne du goût. Le bus 14 tangue dans les rues mouillées de Toulouse. Il est 22h15 ce mardi. Dehors, les lampadaires jettent des reflets orangés sur les pavés luisants du quartier Saint-Cyprien. Je serre mon sac contre moi. Dedans, mon uniforme de rechange taché de bétadine, mon portefeuille avec 23 € jusqu'à vendredi, mon téléphone à écran fissuré et ce Tupperware pour Sylvain. Je descends à l'arrêt Croix de Pierre. Mes genoux craquent quand je pose le pied sur le trottoir. 54 ans, mais j'en ai 70 dans les articulations. 23 ans à genoux sur du carrelage, à porter des sacs de linge, à pousser des chariots de nettoyage dans les couloirs interminables de l'hôpital Purpan. Mon immeuble est là, juste à côté de celui de Sylvain. Façade rose délavée, volets verts écaillés, l'inscription « Résidence Les Glycines » qui a perdu 2 lettres. Il n'y a jamais eu de glycine, juste une cour en béton avec 3 poubelles qui débordent toujours le mercredi. Je monte les 6 étages. Mes cuisses brûlent. L'ascenseur est en panne depuis novembre. Le propriétaire, M. Garrigues, promet de le réparer depuis 4 mois. Je ne me plains pas. Je paye 380 € pour 9 mètres carrés. À Toulouse, c'est presque donné. Au 5e étage, je m'arrête. J'entends de la musique. Non, pas de la musique. Des cris, des explosions, des jurons. Ça vient de l'appartement 5B, celui de Madame Forestier, la retraitée qui collectionne les chats. Mais non. Le son traverse aussi depuis l'appartement mitoyen. Le 5C, celui de Sylvain. Je fronce les sourcils. Il habite dans l'immeuble d'à côté, au 3e étage. Mais les 2 bâtiments se touchent, partagent un mur. Et ce mur est tellement fin qu'on entend tout. Les disputes conjugales des Martins au 4e, les cours de piano catastrophiques du petit Hugo au 2e. Et maintenant, la voix de mon fils. Je monte jusqu'au 6e, déverrouille ma porte. Ma chambre de bonne rénovée, comme disait l'annonce. Rénover signifie qu'ils ont repeint en blanc et ajouté une plaque électrique 2 feux. Le reste, un lit, une place collée contre le mur de droite, un évier fissuré à gauche, une armoire étroite qui sent le moisi, une table pliante sous la lucarne qui sert de fenêtre, 9 mètres carrés. 190 mètres carrés de moins que la maison de Blagnac où j'ai élevé Sylvain avant le divorce. Je pose mon sac, retire mes chaussures. Mes pieds sont gonflés, violacés. Je devrais tremper ça dans de l'eau chaude, mais la douche commune est au bout du couloir, et Madame Forestier y passe toujours 1 heure le soir. J'ouvre le robinet de l'évier, remplis une bassine d'eau tiède, m'assieds sur le lit, plonge mes pieds dedans avec un soupir, et c'est là que je l'entends clairement. Sa voix traverse le mur comme s'il était dans la pièce avec moi. Sylvain, mon fils, 24 ans dans 3 semaines, voix forte, presque agressive. Le ton qu'il prend quand il joue en ligne avec ses amis. Ce jeu de guerre qu'il m'a expliqué une fois et dont j'ai oublié le nom. Quelque chose avec des soldats et des missions. Putain, Jean-Marc, mais tu sers à rien. Couvre-moi à gauche, bordel. Je souris malgré moi. Il est passionné. Ça me rappelle quand il avait 12 ans et qu'il construisait des maquettes d'avions dans le garage. Cette concentration féroce, cette exigence de perfection. Je sors le Tupperware de mon sac. Le poulet est encore tiède. Je pourrais le lui apporter maintenant. Frapper à sa porte. « Coucou, mon grand, je t'ai fait à manger. » Voir son sourire gêné. « Maman, fallait pas. » Mais il mangerait tout,
et garderai le Tupperware 3 semaines avant de me le rendre vide, sans l'avoir lavé. Non, je le lui donnerai dimanche. Notre déjeuner hebdomadaire. Enfin, hebdomadaire quand il ne l'annule pas. Désolée maman, j'ai un exposé à préparer. Désolée maman, projet de groupe urgent. Désolée maman, pas la forme. Je comprends. L'université, c'est exigeant. Moi-même, j'ai arrêté l'école à 16 ans pour travailler. Je ne peux pas savoir ce que c'est, ces nuits blanches sur les livres, ces examens de fin d'année. Je suis fière qu'il le vive, lui, qu'il ait cette chance. Je me lève pour prendre une éponge, nettoyer ma plaque électrique, routine du soir, effacer les traces de graisse du petit déjeuner avalé à 6 heures du matin. Non mais attends, Jean-Marc, t'es sérieux là? La voix de Sylvain devient plus forte, plus claire, comme s'il s'était rapproché du mur. La vieille, elle sait même pas que j'ai quitté la fac il y a 2 ans. Ma main s'immobilise. L'éponge reste suspendue au-dessus de la plaque. 2 ans, tu te rends compte? Elle paie toujours tout comme une conne. Le loyer, Netflix, la fibre, tout. L'eau savonneuse coule entre mes doigts, goutte sur le lino. Je ne bouge pas. Je ne respire plus. Je fais même plus semblant d'aller en cours. Elle y croit encore, c'est ouf! Des rires. Des voix d'hommes à travers le micro. Jean-Marc. Peut-être Thomas aussi. Ses copains de lycée. Ceux qui ont tous trouvé du travail après le bac. Franchement, tant qu'elle crache la thune, pourquoi je me casserais le cul? J'ai trouvé un plan freelance, 2-3 sites web par mois. Ça paie mieux que ces heures de ménage de merde. Mes jambes flanchent. Je m'assieds sur le lit. L'éponge tombe dans la bassine d'eau. Plouf. Petites éclaboussures sur mes bas chers. Elle vit dans son monde. Elle croit encore que je vais devenir ingénieure. La pauvre, elle se sacrifie pour rien. Enfin bon, c'est pratique. Quelque chose se brise en moi. Pas violemment. Pas comme un verre qui explose. Plutôt comme du verglas qui craque sous le poids. Lentement. Proprement. Définitivement. 2 ans. Il a quitté la fac il y a 2 ans. Je compte dans ma tête. Mars 2025. Moins 2 ans. Mars 2023. Il était en 2e année. Il m'avait appelé, excité. « Maman, j'ai eu 17 en programmation objet. Le prof veut me recommander pour un stage. » Mensonge. Juin 2023. « Maman, j'ai validé mon année. Je passe en 3e année. » Je l'avais emmené au restaurant. Le Bibin, place du Capitole. 83 € le repas. 3 jours de travail. Il avait commandé du vin, du champagne pour trinquer. Mensonge. Septembre 2023. La rentrée est difficile, maman. Mais ça va, je gère. Je lui avais envoyé 200 € de plus ce mois-là. Pour les livres de cours. Mensonge. Janvier 2024. Les partiels approchent, je stresse un peu. Je lui avais écrit tous les jours. Des messages d'encouragement. « Tu vas y arriver, mon grand. Je crois en toi. » Mensonge. Mars 2024. Ouf, j'ai eu la moyenne partout. Encore un semestre. Soulagement. Fierté. Mon fils réussit. Mensonge. Juin 2024. C'est bon, maman, je passe en master. Encore 1 an et je suis diplômée. Larmes de joie dans les toilettes de l'hôpital. Ma collègue Nathalie m'avait prise dans ses bras. Eliane, tu peux être fière. Tu as réussi. Mensonge. 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 Tout. Inventé. Pendant 2 ans. Je regarde mes mains. Elles tremblent. Pas de colère. Pas encore. Juste de choc. Ses mains rouges, crevassées, aux ongles coupés courts parce que les gants en latex se déchirent sur les aspérités. Ses mains qui ont nettoyé des milliers de chambres, des milliers de toilettes, des milliers de couloirs. Pour rien? Non. Pire que rien. Pour entretenir un mensonge confortable. Je me lève. Mes jambes sont en coton, mais elles me portent. Je vais à la lucarne. L'ouvre. L'air frais de mars entre. Toulouse la nuit. Les toits en terre cuite qui scintillent sous la lune. Au loin, le clocher de Saint-Cernin illuminé. Cette ville que j'aime. Cette ville où j'ai cru construire un avenir pour mon fils. Des images défilent, toutes ces années. Sylvain a 8 ans, pleurant quand son père est parti. Pourquoi papa nous laisse? Je l'avais serré contre moi. On va s'en sortir nous deux, je te le promets. Sylvain a 12 ans, ramenant son premier bulletin de 6e. Maman, que des B et des A. Fier, radieux. Je l'avais embrassé. Continue comme ça, mon chéri. Sylvain a 16 ans, boudeur. Tous mes potes ont des PS4. Moi, je joue sur une console d'occasion qui rame. J'avais travaillé 2 mois de nuit supplémentaires. 500 € pour une PS4 neuve à Noël. Ses yeux brillants. Maman, t'es la meilleure. Sylvain a 18 ans. Baccalauréat scientifique. Mention assez bien. Je veux faire informatique, maman. Devenir développeur.
ou ingénieur réseau. J'avais pleuré. Tu vas réussir. Je vais t'aider. Et j'ai aidé. J'ai loué cet appartement pour lui. 650 € par mois. Studio de 28 mètres carrés. Quartier Compans Caffarelli. Proche du campus. Lumineux. Parquet clair. Cuisine équipée. Salle de bain avec douche à l'italienne. Pendant que moi, je m'installais dans 9 mètres carrés sans douche. J'ai payé la fibre optique. 50 € par mois. Pour mes cours en ligne, maman, et pour décompresser un peu avec les jeux. J'ai payé l'électricité, l'eau, Netflix, Spotify, les courses, l'argent de poche, 300 € par mois pour qu'il n'ait pas à travailler à côté de ses études. J'ai refusé les sorties, les cinémas avec Nathalie, les apéros du personnel hospitalier le vendredi soir. Non merci, je suis fatiguée. En vérité, je calculais. 10 € de cinéma, c'est 2 repas pour Sylvain. J'ai reporté mes soins, mes dents. J'en ai perdu 2 l'année dernière. Molaire du fond. On peut attendre, docteur? Le dentiste avait secoué la tête. Madame Mercier, il faudra des implants. 1000 € par dent. J'avais souri. Je verrai plus tard. J'ai porté les mêmes chaussures trouées tout l'hiver. Mes chaussettes trempées dans la neige fondue de janvier. Mes orteils gelés. Nathalie m'avait proposé de m'en offrir. Non, non, ça va tenir encore. 80 € de chaussures, c'est l'électricité de Sylvain pour 2 mois. J'ai travaillé. Double vacation 3 fois par semaine. Nuit plus jour. 16 heures debout. Mes jambes devenues violettes de varices. Mon dos qui craque à chaque mouvement. Mes migraines chroniques que je soigne à l'ibuprofène premier prix. 80 heures par semaine. Pour 1800 € net par mois, dont 1200 par tête pour Sylvain. Il me restait 600 € pour vivre. Loyer, nourriture, transport, vêtements, tout. Je vivais avec 20 € par jour. Lui vivait avec 4 fois plus. Et il se plaignait que Netflix ramait pendant ses parties en ligne. Ma gorge se serre. Mes yeux piquent. Mais je ne pleure pas. Pas encore. Je reste là, à la lucarne, à regarder Toulouse briller dans la nuit. Combien de fois suis-je rentrée à minuit? Les mains qui sentent le sang et l'eau de Javel, les pieds en feu, et j'ai souri en me disant « Ça en vaut la peine. Mon fils réussit. Mon fils va mieux vivre que moi. » Combien de fois ai-je avalé mes pattes froides en regardant son profil Facebook, ses photos de soirée avec ses amis, et je me suis dit « C'est normal. Il est jeune. Il profite. » Combien de fois ai-je refusé de voir la vérité qui clignotait comme un néon cassé? Les dimanches annulés. De plus en plus fréquents, les coups de fil qui raccourcissent. « Désolée maman, je dois y aller. Les potes m'attendent. » Les visites chez lui que j'évite parce que « Tu dois travailler mon chéri, je ne veux pas te déranger. » Cette dernière fois, en février, où je suis passée sans prévenir. Il n'avait pas l'air content, stressé. « Maman, tu m'as fait peur !» Il avait laissé la porte entr'ouverte. Je n'avais pas vu l'intérieur. Je voulais juste te déposer des provisions, mon grand. Il avait pris les sacs rapidement. Merci, maman, mais préviens la prochaine fois, ok? Je n'étais pas rentrée dans l'appartement que je paye depuis 4 ans. Mon propre fils m'empêchait d'entrer chez lui. Un rire monte dans ma gorge. Amer, coupant. Je porte ma main à ma bouche pour l'étouffer. Quelle idiote. Quelle vieille conne naïve. Les mots de Sylvain résonnent encore. La vieille. Pas ma mère, pas maman. La vieille. Elle paie comme une conne. C'est pratique. Je ferme les yeux. Inspire profondément. L'air froid brûle mes poumons. Quand je les rouvre, quelque chose a changé en moi. Cette douleur sourde qui m'habite depuis des années, le sacrifice constant, l'épuisement chronique, la solitude acceptée, elle se solidifie, devient froide, métallique, tranchante. Je retourne m'asseoir sur mon lit. Sors mon téléphone du sac. L'écran fissuré s'allume. 22h37. Je vais dans mes contacts. Descends jusqu'à Sylvain. Photo de profil, lui devant l'université, souriant, première année. J'avais pris cette photo. « Maman, arrête, c'est gênant !» Mais il souriait. Cette photo date de 4 ans. Je fixe l'écran longtemps. Mon doigt survole l'icône d'appel, puis se retire. Non, pas maintenant. Pas comme ça. Je vais dans mes messages. Remonte. Relis nos conversations des derniers mois. Moi, 12 février. Coucou mon grand. Ça va? Tu manges bien? Sylvain, 13 février. Ouais, ça va. Moi, 15 février. Je viens de passer ma paie. Je t'ai envoyé 800 € pour le loyer et les courses. Bisous mon chéri. Sylvain, 15 février. Ok, merci. Moi, 18 février. On se voit dimanche? J'aimerais te voir mon grand. Sylvain, 18 février. Désolée maman, j'ai un gros projet de groupe. Remets à la semaine prochaine?
Moi, 18 février. Bien sûr, mon chéri, courage pour ton projet, je crois en toi. Sylvain, 18 février. Un emoji, c'est tout, je continue. Moi, 25 février. Dimanche, ça te va? Sylvain, 25 février. Ouais, ok. Moi, 25 février. Super. Midi au bibin. Sylvain, 25 février. Non trop cher, maman économise un peu. Au flunch, ça ira. Moi, 25 février. D'accord, mon chéri, à dimanche. Hâte de te voir. Pas de réponse. Le dimanche, il avait annulé 2 heures avant. Pote malade, dois l'aider, désolé. Je remonte encore. Janvier, décembre, novembre. Toujours le même schéma. Moi qui donne. Lui qui prend. Moi qui m'excuse de ne pas donner plus. Lui qui répond par des monosyllabes. Ma main tremble tellement que je laisse tomber le téléphone sur le lit. 24 ans. Je l'ai élevé pendant 24 ans. Seul. Et j'ai élevé un menteur. Un profiteur. Un enfant dans un corps d'homme qui me traite de vieille conne devant ses amis virtuels. Où est-ce que j'ai échoué? Les larmes montent. Brûlantes. Inarrêtables. Elles coulent sur mes joues. Goutte sur mes genoux. Je ne fais pas de bruit. Je pleure en silence, comme j'ai appris à le faire. À l'hôpital, quand un patient meurt et qu'il faut nettoyer la chambre immédiatement après. À la maison, quand Sylvain était petit et qu'il avait besoin d'une mère forte. Dans le bus, quand je compte mes pièces et que je réalise que je ne mangerai qu'une fois aujourd'hui. Je pleure pendant 20 minutes, puis j'arrête. Je me lève, me lave le visage à l'évier. L'eau froide sur mes yeux gonflés, je me regarde dans le petit miroir fêlé au-dessus du robinet. 54 ans. Cheveux gris que je ne teins plus par économie. Visage creusé. Cernes permanentes. Rides profondes autour de la bouche. Corps usé. Mais mes yeux sont différents. Il y a quelque chose de nouveau dedans. Quelque chose que je ne reconnais pas. De la détermination. Froide. Implacable. Je sais ce que je vais faire. Non. Je sais ce que je dois faire. Pour lui. Pour moi. Pour nous deux. Je vais le laisser tomber. Non. Je vais le laisser tomber juste assez bas pour qu'il comprenne. Pour qu'il touche le fond. Pour qu'il réalise. Le sol sous ses pieds est fait de mes os. Et il est temps qu'il apprenne à se tenir debout sur les siens. Je souris. Ce sourire étrange. Froid. Celui que j'avais senti craquer en moi tout à l'heure. Demain matin, j'irai voir M. Barthès, le propriétaire de l'appartement de Sylvain, et je lui annoncerai que je ne paierai plus le loyer. À suivre. Le mercredi matin, je me réveille à 5 heures. Comme toujours. Mon réveil n'a pas sonné. Mon corps le fait automatiquement maintenant. 23 ans de la même routine ont gravé ce rythme dans ma chair. Je me lève. Mes articulations protestent. J'enfile mon uniforme propre, pantalon bleu marine, tunique blanche, chaussures orthopédiques blanches. Celles que j'ai achetées l'année dernière après que Nathalie m'a forcée. « Eliane, tu vas finir paralysée? Achète-les, bordel. » 120 €. Une semaine de course. Mais elle avait raison. Mes pieds me remercient chaque jour. Je descends les 6 étages dans le noir. Dehors, Toulouse dort encore. Les rues sont vides, luisantes de rosée. Le ciel commence tout juste à s'éclaircir à l'est, cette teinte violacée qui annonce l'aube. Je ne prends pas le bus. Pas ce matin. Je marche. 15 minutes à pied jusqu'à la rue Gambetta, l'immeuble de M. Barthès. 5 étages, façade haussmannienne, balcon en fer forgé. Il habite au 3e. Appartement de 150 mètres carrés qu'il a hérité de ses parents. Il loue 4 studios dans le bâtiment d'à côté. Celui de Sylvain et 3 autres. J'arrive à 6h moins 10, trop tôt. Je patiente devant la boulangerie qui ouvre à 6h. L'odeur du pain me fait saliver. Je n'ai pas mangé hier soir. Juste bu de l'eau. À 6h15, je sonne à l'interphone. Grésillement. Une voix endormie, agacée. « Oui? Monsieur Barthès? C'est Eliane Mercier. Je suis désolée de vous déranger si tôt. C'est urgent. » Silence. Puis, « Madame Mercier? Il est 6h du matin. »« Je sais, monsieur. Je dois vous parler. Avant mon service. S'il vous plaît. » Soupir dans l'interphone. « Montez. » Buzz. La porte s'ouvre. Je monte. Mes jambes sont lourdes, mais je ne m'arrête pas. Au 3e, la porte de l'appartement s'entr'ouvre. Monsieur Barthès apparaît en robe de chambre bordeaux. La soixantaine, bedaine proéminente, cheveux gris clairsemés. Il me regarde avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Madame Mercier, que se passe-t-il? Vous allez bien? »« Oui, monsieur. Enfin non. Il faut que je vous parle de l'appartement de mon fils. » Son visage se ferme légèrement. « Il y a un problème? Des dégradations? » «
Non, c'est moi. Je ne paierai plus le loyer. Silence. Il cligne des yeux. Pardon? Le loyer de l'appartement du 45 rue Compane Scafarelli. Je ne le paierai plus. À partir de ce mois-ci. Monsieur Barthès me fixe comme si je parlais chinois. Il se frotte le visage. Madame Mercier? Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. Mais pourquoi? Vous avez toujours été irréprochable. Jamais un jour de retard en 4 ans. C'est une locataire modèle. Votre fils et vous. Je souris. Ce sourire froid qui ne me quitte plus depuis hier soir. Mon fils n'est pas un locataire modèle, Monsieur Barthès. Mon fils est un menteur qui a quitté l'université il y a 2 ans et qui profite de moi pendant que je me tue au travail pour payer son confort. Monsieur Barthès ouvre la bouche. La referme. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Je veux juste vous informer, je ne paierai plus. Lancez la procédure d'expulsion si nécessaire. Légalement, vous en avez le droit. Madame Mercier, attendez. On peut discuter. Peut-être un échéancier? Un délai? Non, pas de délai. Pas d'échéancier. Je veux qu'il parte. Monsieur Barthès se gratte la tête. Il a l'air profondément mal à l'aise. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et votre fils, mais techniquement, le bail est à son nom. C'est lui le locataire, pas vous. Vous êtes juste la garante. Exactement, et je retire ma garantie immédiatement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, madame. Vous ne pouvez pas retirer votre garantie en cours de bail. Mais bon, si vous ne payez plus, effectivement, je devrais lancer une procédure. Impayé. Ça prend du temps, par contre. 2, 3 mois minimum. Combien de temps exactement? Monsieur Barthès soupire. Entre dans son appartement, revient avec une tablette, tapote dessus. Alors, avec la loi actuelle. Premier impayé ce mois-ci, mars. Je vous envoie une mise en demeure. 8 jours pour régulariser. Si vous ne payez pas, deuxième mise en demeure en avril. Puis assignation en justice. Audience en mai, peut-être juin. Si le juge statue en ma faveur, ordre d'expulsion. Délivré en juin ou juillet. Donc, il pourrait être expulsé en juillet, peut-être août. 4 mois. 4 mois avant qu'il ne soit forcé de partir. C'est long, mais c'est nécessaire. Très bien, faites-le. Monsieur Barthès me regarde avec quelque chose qui ressemble à de la pitié. Madame Mercier, vous êtes sûre? Votre fils, où va-t-il aller? C'est son problème maintenant, Monsieur Barthès. Plus le mien. Je tourne les talons. Commence à descendre les escaliers. La voix de Monsieur Barthès me suit. Je suis désolée, madame. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais j'espère que ça s'arrangera. Je ne réponds pas. Le service à l'hôpital est long, interminable. Mes gestes sont automatiques. Balayer, laver, désinfecter, vider les poubelles, changer les draps, sourire aux patients. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonne journée. Nathalie me rejoint à la pause de 10 heures. On s'assoit dans la petite salle de repos coincée entre 2 couloirs. Elle me tend un café du distributeur. Je le prends. Brûlant, amer, réconfortant. Ça va pas, toi? Dit Nathalie. Ce n'est pas une question. Je hausse les épaules. Si, ça va. Eliane, je te connais depuis 12 ans, tu fais la même tête que quand tu as appris le divorce. Qu'est-ce qui se passe? Je bois une gorgée. Le café me brûle la langue. Parfait. Cette douleur physique est presque agréable comparée à l'autre. Sylvain a quitté la fac il y a 2 ans. Je l'ai appris hier. Il ment depuis tout ce temps. Il se fout de ma gueule. Nathalie ne dit rien. Ses yeux s'écarquillent. Puis elle pose sa main sur la mienne. Putain. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je viens d'arrêter de payer son loyer. Quoi? Plusieurs têtes se tournent vers nous. Nathalie baisse la voix. T'es sérieuse? Tu l'as mis dehors? Pas moi. Le propriétaire s'en chargera. Dans 4 mois. Nathalie me fixe. Puis elle sourit. Un sourire féroce. Putain, Eliane. Enfin. Enfin. Ça fait des années que je te dis qu'il abuse de toi. Je sais. Non, tu sais pas. Ou tu voulais pas savoir. Combien de fois je t'ai dit, Eliane, ton fils est un adulte. Il peut se démerder. Arrête de tout lui payer. Et toi? Non, non, il étudie, c'est normal. Normal mon cul, il te saignait. Les mots sont durs. Vrai. Je hoche la tête. Et maintenant? Il est au courant? Pas encore. Il recevra la lettre d'ici quelques jours. Il va péter un câble. Tant mieux. Nathalie siffle entre ses dents. Waouh! Ok, t'es en mode guerrière là. Ça te va bien, remarque. Elle me serre dans ses bras. Fort. Je ferme les yeux. Respire son odeur d'eau de Cologne bon marché et de transpiration. Mon amie. Ma seule amie. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, ok? T'es pas seule. Merci.
Les jours suivants passent dans un brouillard étrange. Je travaille, rentre, mange, dors. Travaille. Une boucle mécanique. Je ne contacte pas Sylvain. Lui non plus. Le jeudi, rien. Le vendredi, rien. Le samedi soir, mon téléphone vibre. Message de Sylvain. Sylvain. Demain 13h, Biban, ok? Mon cœur se serre. Il veut déjeuner. Au Bibent, le restaurant cher. Celui qu'il refusait le mois dernier. Je réponds, d'accord. Pas de mon chéri, pas de hâte de te voir, juste d'accord. Il ne remarque pas. Dimanche, 13h, place du Capitole. Le soleil brille. Les terrasses sont pleines. Les touristes photographient la façade rose du Capitole. Les pigeons picorent les miettes autour des tables. Toulouse dominicale. Belle, indifférente. Je suis arrivée en avance. J'attends devant le Biban. Grande brasserie Art Nouveau. Miroir doré. Banquette en velours rouge. Serveurs en gilet noir. Prix prohibitif. Sylvain arrive avec 10 minutes de retard. Je le vois de loin. Grand. 1,83 m. Les cheveux châtains un peu trop longs. Barbe de 3 jours. Jean slim. Basket blanche. Sweat à capuche gris. Casque autour du cou. Mon fils. Il ne sourit pas en me voyant. Lève juste la main. Salut. Bonjour Sylvain. On entre. Le serveur nous installe près de la fenêtre. Table pour 2. Nappe blanche immaculée. Sylvain s'assoit sans retirer son sweat. Se penche sur son téléphone. T'as faim? Demande-t-il sans lever les yeux. Un peu. Prends ce que tu veux. Moi, je vais prendre le magret. Ça fait longtemps. 28 € le magret. Le serveur apporte les cartes. Je regarde les prix. Mon estomac se tord. Entrées entre 12 et 18 €. Plats entre 22 et 35. Desserts à 10 €. Tu prends quoi, maman? Une salade. Sylvain lève enfin les yeux. Une salade? C'est tout? T'es malade? Non, j'ai pas très faim. Il hausse les épaules, retourne à son téléphone. Le serveur prend les commandes. Sylvain commande aussi une entrée. Foie gras, 18 €. Et du vin. Un verre de Cahors, 8 €. Moi, je prends une salade composée, 15 €. Et de l'eau. Pendant que nous attendons, Sylvain ne me regarde pas. Il scrolle sur son téléphone, rit, tape des messages. Tes amis? Je demande. Ouais, Jean-Marc, il me raconte un truc drôle. Jean-Marc, celui qui riait l'autre soir quand Sylvain me traitait de vieille conne. Je serre mes mains sous la table. Comment vont tes études? Il ne lève même pas les yeux. Ça va, chargé en ce moment. Ah oui? Tu passes bientôt ton master? Ouais, en juin. Mensonge. Tu es stressé? Un peu, mais ça va. Mensonge. Tu as besoin de quelque chose? Pour réviser? Là, il lève les yeux. Les siens brillent. Ah, justement. Ouais, mon ordi commence à ramer. Il a 4 ans. Je pensais prendre un nouveau MacBook. Pour le master, et après, quand je chercherai du boulot. Un MacBook, ça coûte combien? 1 200 € environ. Mais c'est un investissement, maman. Pour ma carrière. 1 200 €. 2/3 de mon salaire mensuel. Je le regarde. Vraiment. Pour la première fois depuis des mois, il a grossi. Son visage est bouffi, mal rasé, des cernes sous les yeux. Pas les cernes de celui qui étudie. Les cernes de celui qui passe ses nuits devant un écran. Ses mains sont molles, blanches. Pas une callosité. Pas une trace de travail. Il sent l'aftershave bon marché et les chips. Mon fils. Cet étranger. On verra, je dis. Il fronce les sourcils. On verra? Maman, j'en ai vraiment besoin. J'ai dit on verra, Sylvain. Il soupire. Retourne à son téléphone. Vexé. Les plats arrivent. Son foie gras. Épais, doré, avec du pain toasté et de la confiture de figues. Il mange vite, sans savourer. Comme s'il engloutissait un kebab. Ma salade est belle. Verte, fraîche. J'ai du mal à avaler. Chaque feuille semble gongler dans ma gorge. Puis, son magret. Rosé parfait. Avec des pommes sarladaises. Il coupe, mange, boit son vin. Commande un deuxième verre. Moi, je picore ma salade. Il ne me parle pas. Ne me demande pas comment je vais. Ne remarque pas que je ne mange presque rien. À la fin du repas, il commande un café gourmand. 15 €. Café avec 3 mini-desserts. Moi, je refuse le dessert. Le serveur apporte l'addition. 96 €. Sylvain ne la regarde même pas. Il attend. Comme toujours, c'est moi qui paie. Je sors ma carte bancaire. La vieille carte nickel rayée. Je l'attends au serveur. Sylvain se lève déjà. Remet son casque autour du cou. Bon, faut que j'y aille, maman. J'ai un truc avec les potes. Attends. Il se rassoit, agacé. Quoi?
On doit parler. De quoi? De toi, de moi, de tout ça. Il regarde sa montre, une montre connectée que je lui ai offerte à Noël. 250 €. Maman, j'ai vraiment pas le temps là. On peut remettre? Non. Il soupire. Ok, vas-y, vite. Je le regarde dans les yeux. Ces yeux que j'ai vus s'ouvrir pour la première fois il y a 24 ans. Ces yeux qui pleuraient quand il avait des cauchemars. Ces yeux qui brillaient quand je rentrais du travail. Ces yeux maintenant froids, impatients, agacés. Tu as quitté la fac il y a 2 ans, je le sais. Le visage de Sylvain se vide de ses couleurs. Un silence. Long, pesant. Puis il rit. Un rire nerveux. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me prends pas pour une idiote, Sylvain. Je sais. Mais comment? Qui t'a dit ça? Toi, je t'ai entendu. L'autre soir, à travers le mur. Son visage devient rouge. T'as écouté ma conversation? Je n'écoutais pas. Tu criais. J'habite juste à côté. Rappelle-toi. Les murs sont fins. Merde. Il se prend la tête dans les mains. Reste comme ça. 30 secondes. 1 minute. Puis il relève la tête. Ok. Ok, écoute. Je voulais te le dire. Mais je savais pas comment. Donc tu as préféré mentir pendant 2 ans. C'est pas si simple, maman. Ah non? Éclaire-moi. Il se tortille sur sa chaise. La fac, c'était chiant. J'y arrivais pas. Les cours étaient nuls. Les profs étaient nuls. J'ai arrêté. Mais je savais que si je te le disais, tu allais flipper. Alors j'ai trouvé un plan. Je fais des sites web en freelance. Ça paye bien. J'ai des clients. Je gagne de l'argent. Combien? Quoi? Combien tu gagnes par mois? Il hésite. Ça dépend. 500 €. 400 €. Et ton loyer, c'est 650. Ouais, ben justement, c'est pour ça que j'ai encore besoin de toi. Le temps que ça décolle. Vraiment. Je me penche en avant. Sylvain, pendant 2 ans, tu m'as laissé croire que tu étudiais. Pendant 2 ans, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour payer ta vie. Pendant 2 ans, tu m'as menti. En face, au téléphone, par message, à chaque fois. Et tu m'appelles la vieille. Tu dis que je suis conne. Tu te moques de moi avec tes amis. Ses yeux se remplissent de larmes. Fausses larmes. Je les connais. Il pleurait comme ça quand il était petit et qu'il voulait éviter une punition. Maman, j'ai jamais voulu te blesser. Je suis désolée, j'ai déconné. Mais là, je vais me reprendre, promis. Je vais chercher du travail sérieux. Je vais. Tu as reçu une lettre cette semaine? Il cligne des yeux. Quelle lettre? De Monsieur Barthès, le propriétaire. Non? Pourquoi? Tu la recevras lundi ou mardi. C'est une mise en demeure. Le loyer de mars n'a pas été payé. Je ne le paierai plus. Ni celui d'avril. Ni aucun autre. Sylvain me fixe, bouche ouverte. T'es sérieuse? Très sérieuse. Mais je vais faire comment? Tu vas te débrouiller, comme tout le monde. Maman, tu peux pas me faire ça. Où je vais aller? Ce n'est plus mon problème, Sylvain. Il se lève brusquement. La chaise racle le sol. Les gens autour nous regardent. T'es complètement folle. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je suis ton fils. Justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un fils, normalement, ça respecte sa mère. Ça ne la traite pas de vieille conne. Ça ne profite pas d'elle jusqu'à l'os. Sylvain est debout. Il tremble. De colère ou de peur, je ne sais pas. Donc c'est ça. Tu me punis, tu me jettes. Je ne te jette pas, je te force à grandir. En me mettant à la rue, tu as 4 mois avant l'expulsion. 4 mois pour trouver une solution, un travail. Un autre logement, une colocation. Débrouille-toi. Je peux pas payer 650 € de loyer avec 400 € par mois. Alors gagne plus. Ou trouve moins cher. Il y a des chambres à 300 €, des colocations à 400, ou retourne vivre chez ton père. Son visage devient écarlate. Papa, tu te fous de moi? Il habite dans un trou paumé en Bretagne. Il vit avec sa nouvelle femme et ses gosses. Il a pas de place pour moi. Ce n'est pas mon problème. Putain, maman! Il frappe la table du poing. Les couverts sautent. Le serveur s'approche. Monsieur, s'il vous plaît. Sylvain l'ignore. Se penche vers moi. T'es vraiment sérieuse? Tu vas vraiment me laisser tomber comme ça? Comme tu m'as laissé tomber pendant 2 ans? Oui. Il recule, comme giflé. Je te déteste. Les mots tombent. Lourds. Définitifs. Je ne réponds pas. Je reste assise, calme, froide. Sylvain attrape son sac à dos, se retourne, part en bousculant le serveur. Je le regarde partir, traverser la salle, sortir du restaurant, disparaître dans la foule de la place du Capitole. Le serveur s'approche. « Madame, ça va ?
Oui, merci. Je me lève. Mes jambes tremblent. Je marche jusqu'aux toilettes, m'enferme dans une cabine. Et là, seule, je m'effondre. Je pleure, violemment, sans retenue. Mes sanglots résonnent contre les murs carrelés. Je pleure la mère que j'ai été, le fils que j'ai perdu, les années gâchées, l'amour trahi. Je pleure pendant 10 minutes, puis je me lave le visage, me regarde dans le miroir. Mes yeux sont rouges, gonflés, mais déterminés. Je sors du restaurant, marche jusqu'à l'arrêt de bus, rentre chez moi, monte les 6 étages, m'allonge sur mon lit, et j'attends. La suite. Le coup de fil désespéré, la vraie leçon. À suivre. Les jours qui suivent à le déjeuner sont étrangement silencieux. Pas d'appel de Sylvain, pas de message, rien. Je travaille. Mes gestes sont mécaniques. Balayer les couloirs de l'hôpital, vider les poubelles, changer les draps souillés, sourire aux patients. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Mais quelque chose a changé en moi. Une légèreté étrange. Comme si un poids invisible s'était envolé. Le mardi soir, Nathalie me rejoint à la sortie du service. On marche ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Le soleil descend sur Toulouse. Le ciel est strié de rose et d'orange. Les toits en terre cuite brillent. Alors, demande Nathalie, des nouvelles? Non, rien. Il a dû recevoir la lettre. Sûrement. Et il t'a pas appelé? Non. Nathalie siffle entre ses dents. Il boude, comme un gamin. Peut-être. Ou il cherche une solution tout seul. J'espère. Le bus arrive. On monte. On s'assoit côte à côte sur les sièges en plastique usés. Nathalie me prend la main. Tu tiens le coup? Oui. Menteur. Je souris. Un vrai sourire cette fois. Pas le sourire froid des derniers jours. Ça va, vraiment. C'est dur, mais c'est juste. T'as raison. Il avait besoin d'un électrochoc. J'espère juste que... Ma voix se brise. Nathalie serre ma main plus fort. Quoi? J'espère que je ne l'ai pas perdu. Tu l'as pas perdu, Eliane. Tu le sauves. Je hoche la tête. Mes yeux piquent. Je cligne rapidement pour chasser les larmes. Le vendredi, 5 jours après notre confrontation. Je rentre de ma vacation de nuit. Il est 23 heures. Je monte les escaliers lentement. Mes jambes sont en plomb. J'ai nettoyé 14 chambres aujourd'hui, dont 2 après des décès. Le sang, les fluides, l'odeur. J'arrive au 6e étage. Ma porte, ma petite chambre. Et là, assis par terre dans le couloir, adossé contre mon mur, je le vois. Sylvain. Mon cœur s'arrête. Il a la tête baissée, les genoux repliés contre sa poitrine. Un sac de sport à côté de lui. Il ne m'a pas entendu arriver. Je m'approche doucement. Mes chaussures font craquer le lino. Il lève la tête. Son visage me brise le cœur. Il est pâle, défait. Ses yeux sont rouges, ses cheveux gras collés sur son front. Il porte le même sweat que dimanche, froissé, sale. Maman. Sa voix est rauque, cassée. Je ne dis rien. Je m'arrête devant lui. Attends. Je peux entrer? J'ouvre la porte. Recule. Il se lève péniblement. Prend son sac. Entre. Il s'immobilise dans l'embrasure. Regarde ma chambre. Pour la première fois. Ses yeux font le tour. Lentement. Le lit étroit. L'évier fissuré. La plaque électrique 2 feux. L'armoire qui penche. La table pliante sous la lucarne. Les 9 mètres carrés. Il ouvre la bouche. La referme. C'est ici que tu vis? Oui. Depuis quand? 4 ans. Il vacille. Se rattrape contre le mur. 4 ans? Tu vis ici depuis que j'ai commencé la fac? Oui. Mais c'est minuscule. 9 mètres carrés. T'as même pas de douche? Elle est au bout du couloir, commune. Il se laisse tomber sur mon lit. Met sa tête dans ses mains. Putain. Je ferme la porte. M'adosse contre. Le regarde. Pourquoi t'es là, Sylvain? Il relève la tête. Ses yeux sont pleins de larmes. Vraies cette fois. Pas les larmes manipulatrices de dimanche. Des vraies larmes. Celles qui brûlent. Je suis désolée. Silence. Je suis tellement désolée, maman. Sa voix se brise. Il pleure. Ses épaules secouent. Il se recroqueville sur lui-même. Sanglote comme un enfant. Je reste contre la porte. Immobile. Une partie de moi veut courir vers lui. Le prendre dans mes bras. Le consoler. Comme quand il avait 5 ans et qu'il tombait de vélo. Mais l'autre partie, celle qui s'est endurcie ces derniers jours, me retient. Pourquoi t'es là? Je répète. Il essuie ses yeux avec sa manche. Renifle.
J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Essayé quoi? De me débrouiller. J'ai cherché du boulot, des petits boulots, n'importe quoi. J'ai postulé dans des fast-foods, des supermarchés, des entrepôts. Personne veut de moi. Pourquoi? J'ai pas d'expérience, pas de diplôme, rien. Sur mon CV, il y a un trou de 2 ans. Ils me demandent ce que je faisais. Je dis, je freelançais. Ils me croient pas. Ils voient bien que je raconte des conneries. Et tes clients freelance? Il rit amèrement. Mes clients? J'en ai 3. 3 sites web en 2 ans. 150 € chacun. Le reste du temps, je joue. Je traîne, je fous rien. Il se prend à nouveau la tête dans les mains. T'avais raison, j'ai tout gâché. Je suis qu'un gros loser qui profite de sa mère. Continue. Il me regarde, surpris. Quoi? Continue. Dis-moi tout. Il déglutit. J'ai appelé papa. Je lui ai demandé si je pouvais venir chez lui, en Bretagne. Et? Il a dit non. Il a dit qu'il avait refait sa vie, que je pouvais pas débarquer comme ça, que c'était à moi de me prendre en main, que j'avais 24 ans, bordel. Sa voix tremble. Il a raccroché. Mon propre père m'a raccroché au nez. Je ne dis rien. Je savais que Bernard réagirait comme ça. Mon ex-mari. L'homme qui nous a abandonnés quand Sylvain avait 8 ans parce que c'était trop dur. Qui n'a jamais payé de pension. Qui a refait sa vie avec une femme plus jeune. Qui a eu 2 autres enfants. Qui a tout recommencé en nous effaçant. J'ai appelé Jean-Marc, Thomas, mes potes. Je leur ai demandé si je pouvais dormir chez eux quelques semaines, le temps de trouver une solution. Et Jean-Marc a rigolé. Il a dit « Mec, tu crois vraiment que je vais héberger un parasite? T'es comme avec ta mère, tu profites des autres. » Thomas n'a pas répondu. Il essuie ses larmes rageusement. J'ai compris un truc. J'ai aucun ami. J'ai des potes de jeu. C'est tout. Des mecs que je connais même pas en vrai. Et ceux que je connais, ils se foutent de moi. Et maintenant, j'ai nulle part où aller. J'ai 300 € en poche. Dans 1 semaine, je recevrai l'ordre d'expulsion. Je vais me retrouver à la rue. Il me fixe. Ses yeux supplient. « S'il te plaît, maman. S'il te plaît. Laisse-moi rester ici. Juste quelques semaines. Le temps que je trouve un travail. N'importe quoi. Je te jure, je vais chercher. Pour de vrai. Je vais me bouger. S'il te plaît. » Je croise les bras. Non. Son visage s'effondre. Quoi? Non. Tu ne peux pas rester ici. Mais pourquoi? Je te promets que... Sylvain, regarde autour de toi. Il y a un lit, une place. À peine de la place pour moi. Tu veux dormir où? Par terre? Dans le couloir? Je m'en fous. Je peux dormir par terre. Je dérange pas. Et tu comptes faire quoi? Vivre dans 9 mètres carrés avec ta mère pendant des mois? Attendre qu'un miracle se produise? Je vais chercher un travail. Sérieusement cette fois. Comme tu as sérieusement étudié. Le coup fait mouche. Il se tait. Je m'approche. M'assois à côté de lui sur le lit. Le matelas s'affaisse sous nos poids combinés. Sylvain, écoute-moi bien. Il me regarde, ses yeux noyés de larmes. Pendant 24 ans, je t'ai porté. Littéralement et figurativement. Je t'ai nourri, habillé, logé, éduqué, aimé. J'ai tout donné. Mon corps, mon temps, mon argent, ma vie, tout. Ma voix tremble, mais je continue. Et pendant 2 ans, tu as pris tout ça et tu m'as craché dessus. Tu m'as menti, trahi, méprisé. Tu as traité de vieille conne la femme qui se tuait au travail pour toi. Il baisse les yeux. Je sais. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Grandir. Il relève la tête brusquement. Grandir. Te prendre en charge. Arrêter d'attendre que quelqu'un te sauve. Moi, ton père, tes amis, le monde. Mais j'y arrive pas tout seul. Parce que tu as jamais essayé, vraiment essayé. Tu as toujours eu un filet de sécurité. Moi, je me lève. Marche jusqu'à la lucarne. Regarde Toulouse la nuit. Quand j'avais 18 ans, j'étais enceinte de toi. Ton père travaillait. On louait un petit appartement à Blagnac. Rien de luxueux, mais on s'en sortait. Je me retourne vers lui. Puis ton père est parti, du jour au lendemain. Il m'a laissé avec toi, 8 ans. Sans argent, sans aide. J'ai dû tout recommencer. Trouver un travail, n'importe lequel. J'ai fait femme de ménage, dans des hôtels d'abord, puis à l'hôpital. Je sais, maman. Tu me l'as dit 100 fois. Non, tu ne sais pas. Tu as entendu. Mais tu n'as jamais compris. Je m'approche de lui. Tu sais ce que c'est de nettoyer les toilettes pendant 8 heures, de frotter le sang sur le carrelage, de porter des sacs de linge qui pèsent 20 kilos,
De sentir l'eau de Javel tellement fort que ta peau se craquelle? Il secoue la tête. Tu sais ce que c'est de compter chaque euro? De choisir entre manger ou payer l'électricité? De porter les mêmes vêtements troués pendant des mois parce que tu peux pas te permettre d'en acheter des neufs? Sa lèvre inférieure tremble. Tu sais ce que c'est de renoncer à tes rêves, à tes envies, à ta dignité, pour que ton enfant ait une chance? Les larmes coulent sur mes joues maintenant. Je ne les retiens plus. Je voulais reprendre mes études, devenir infirmière, avoir un vrai métier, pas juste nettoyer derrière les autres, mais j'ai pas pu. Parce que toi, tu avais besoin de manger, d'être habillée, d'aller à l'école. Maman, je voulais une vie, des amis, sortir, voyager, tomber amoureuse à nouveau. Mais j'ai pas pu, parce que chaque minute libre, chaque euro économisé, c'était pour toi. Je m'essuie les yeux. Et tu sais quoi? Je l'ai fait volontiers, parce que je t'aimais, parce que t'étais mon fils, parce que je croyais qu'un jour tu comprendrais, que tu me remercierais. Pas avec des mots, juste en réussissant, en devenant un homme bien, un homme dont je serais fière. Je m'assieds à nouveau à côté de lui. Mais tu es devenu un menteur, un profiteur, un lâche. Il sanglote. Ses épaules tremblent violemment. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Moi aussi. On reste assis en silence. Longtemps. Nos respirations sont les seuls sons. Dehors, Toulouse vit. Des voitures passent. Des gens rient. La vie continue. Finalement, je parle. Je vais t'aider. Une dernière fois. Il relève la tête. L'espoir brille dans ses yeux. Vraiment? Oui, mais à mes conditions. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Je me lève, vais à mon armoire, sors une feuille et un stylo, reviens. Pose la feuille sur la table pliante. Assieds-toi. Il se lève, s'assoit sur la chaise branlante. J'écris. Contrat. Entre Eliane Mercier et Sylvain Mercier. Conditions. 1. Sylvain cherchera un emploi à temps plein, n'importe lequel. Fast-food, entrepôt, supermarché, peu importe. Il postulera à minimum 10 offres par jour et me montrera les preuves. 2. Sylvain trouvera une colocation ou un logement qu'il peut payer avec son salaire. Maximum 400 € au mois. 3. Eliane paiera le loyer actuel pour 2 mois seulement. Avril et mai. C'est tout. En juin, Sylvain doit être parti. 4. Sylvain remboursera Eliane. Pas tout, mais au moins 2 000 €. À raison de 50 € par mois quand il aura un travail. Même si ça prend des années. 5. Sylvain arrêtera de jouer aux jeux vidéo. Complètement. Jusqu'à ce qu'il ait un travail stable depuis au moins 6 mois. 6. Sylvain verra un psychologue. 1 fois par semaine. Pour comprendre pourquoi il a menti, pourquoi il a gâché sa vie. Eliane paiera les 3 premières séances. 7. Si Sylvain ne respecte pas ces conditions, Eliane coupera tout contact, définitivement. Je tends la feuille à Sylvain. Il lit, lentement. Ses lèvres bougent silencieusement. Quand il finit, il lève les yeux vers moi. C'est dur. C'est la vie. Je vais y arriver? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Il regarde à nouveau la feuille. Ses mains tremblent. Et si j'échoue? Alors tu échoueras, mais au moins tu auras essayé. Il prend le stylo, le tient au-dessus du papier, hésite, puis signe. Sylvain Mercier. 22 mars 2025. Je signe à mon tour. Eliane Mercier. 22 mars 2025. Je plie la feuille, la range dans mon armoire. Voilà, c'est fait. Sylvain est toujours assis, il fixe ses mains. Merci, maman. Ne me remercie pas, prouve-le. Il hoche la tête. Je peux rester cette nuit? Je vais dormir par terre. Je te dérangerai pas. Je soupire. Regarde mon lit minuscule. Le sol en lino froid. D'accord. Une nuit. Demain, tu retournes chez toi et tu commences à chercher. D'accord. Je lui donne mon oreiller supplémentaire. Ma couverture de secours. Il s'installe par terre entre le lit et la porte. Il tient à peine. J'éteins la lumière, me couche dans mon lit. Le sommier grince. Dans le noir, j'entends sa respiration. Irrégulière. Il pleure encore. En silence. Maman? Oui? Je t'aime. Ma gorge se serre. Moi aussi je t'aime, Sylvain. Je vais te rendre fier, je te le jure. J'espère. Silence. Puis sa voix, toute petite, comme quand il avait 8 ans et qu'il faisait des cauchemars. Tu me pardonneras un jour? Je ferme les yeux. Les larmes coulent sur mon oreiller. Oui, quand tu l'auras mérité. 3 mois plus tard, juin 2025. Il est 19h. Je sors de l'hôpital. Mes genoux craquent. Mon dos me fait mal. Mais je souris. Mon téléphone vibre. Message de Sylvain. Sylvain, maman.
RDV 19h30, café Saint-Cernin? Moi. J'arrive. Je marche jusqu'au café. 15 minutes à pied. Le soleil descend sur Toulouse. L'été approche. L'air sent les tilleuls en fleurs. J'arrive au café. Une petite terrasse près de la basilique Saint-Cernin. Sylvain est déjà là, assis à une table. Il porte une chemise blanche, les cheveux coupés courts, rasés de près. Il se lève quand il me voit. Sourit. Un vrai sourire. Salut maman. Bonjour mon grand. On s'embrasse. Il sent le déodorant et le café. On s'assoit. Le serveur apporte les cartes. Je commande un thé. Sylvain un café. Alors? Je demande. Il sourit encore plus large. Sort une enveloppe de sa poche. Me la tend. Ouvre. J'ouvre. C'est une fiche de paie. Employé magasinier. Entreprise. Logidie Toulouse. Salaire net. 1450 €. Je lève les yeux vers lui. Tu as trouvé? La semaine dernière. CDI. Entrepôt logistique près de Blagnac. C'est dur physiquement. Je porte des cartons toute la journée. Mais ça va. Je m'habitue. Les larmes montent. Je cligne rapidement. Je suis fière de toi. Il rougit, baisse les yeux. C'est rien. C'est juste un boulot de merde. Non, c'est ton boulot que tu as trouvé. C'est énorme. Il relève les yeux. Il brille. J'ai trouvé une coloc aussi, avec 2 mecs de l'entrepôt. Appartement T3 à Blagnac. On paie 400 € chacun charge comprise. Je déménage la semaine prochaine. Je pose ma main sur la sienne. Sylvain? Attends, c'est pas tout. Il sort une autre enveloppe. Plus petite, me la tend, j'ouvre. Dedans, 5 billets de 50 €. Qu'est-ce que c'est? Mon premier remboursement. 250 €. J'ai fait des heures sup. Je voulais te donner plus que les 50 du contrat. Je regarde les billets. Puis lui. Tu es sûr? Sûr. Je te dois tellement plus que ça. Les larmes coulent maintenant. Je ne les retiens pas. Merci mon chéri. On boit nos boissons. On parle. Vraiment. Pour la première fois depuis des années. Il me raconte son travail, ses collègues, sa routine. Il se lève à 6 heures, prend le bus, travaille 8 heures, rentre, cuisine, regarde un film, dort. C'est banal, dit-il. Mais j'aime ça. J'aime savoir que je gagne ma vie, que je dépends plus de personne. Et le psy? J'y vais toujours, 1 fois par semaine. Ça aide. On parle de papa, de moi, de pourquoi j'ai menti, de pourquoi j'avais peur de grandir. Et je crois que j'avais peur de te décevoir, tellement peur que j'ai préféré mentir, créer un faux succès plutôt qu'affronter l'échec réel. Il joue avec sa cuillère. Et aussi, je t'en voulais un peu, pour tout ce que tu faisais, parce que ça me mettait la pression. Je devais réussir. Pour toi, pas pour moi. Alors j'ai saboté. J'écoute, sans juger. C'est con, hein? Non, c'est humain. En tout cas, maintenant, je comprends mieux. Et je veux faire les choses bien. Pour de vrai, cette fois. On finit nos boissons. Le soleil a presque disparu. Les lampadaires s'allument autour de la basilique. Je dois y aller, dit Sylvain. Demain, je travaille à 6 heures. On se lève. Je le prends dans mes bras. Fort. Il me serre aussi. Je t'aime, maman. Je t'aime, mon grand. On se sépare. Il part vers l'arrêt de bus. Je reste là, sur la terrasse. Le serveur s'approche. L'addition, madame? Oui, s'il vous plaît. Il pose le ticket. 12 €. Je fouille dans mon sac. Sors mon portefeuille. Puis je me souviens. L'enveloppe. Les 250 €. Je souris. Pour la première fois depuis des mois, j'ai de l'argent. Pas beaucoup, mais assez. Assez pour payer le café sans calculer. Assez pour m'acheter des chaussures neuves demain. Assez pour inviter Nathalie au cinéma ce week-end. Je paie. Laisse un pourboire généreux. Je rentre chez moi. Monte les 6 étages. Entre dans ma chambre de 9 mètres carrés. Je m'assois sur mon lit. Regarde autour de moi. Cette chambre minuscule. Ce lit étroit. Cet évier fissuré. Cette vie sacrifiée. Mais ce soir, pour la première fois, je ne la vois plus comme une prison. Je la vois comme un tremplin. Sylvain est retombé sur ses pieds. Difficilement. Douloureusement. Mais il l'a fait. Et moi, j'ouvre mon armoire. Sors un vieux dossier poussiéreux. Dedans, des papiers, des brochures. Des formulaires d'inscription. Formation d'aide-soignante. Durée, 10 mois. Public, adulte en reconversion. Je les avais imprimés il y a 5 ans. Jamais remplis, jamais envoyés. Trop tard, je me disais. Trop vieille, trop fatiguée, trop occupée à payer pour Sylvain.
Mais ce soir, je les regarde différemment. 54 ans, ce n'est pas trop tard. C'est juste le bon moment. Je sors un stylo, commence à remplir le formulaire. Nom, Mercier. Prénom, Eliane âge, 54 ans. Motivation. Je m'arrête, réfléchis, puis j'écris « Pendant 24 ans, j'ai donné ma vie pour mon fils. Aujourd'hui, il est sur ses pieds. Maintenant, c'est mon tour. Je veux une vraie carrière. Je veux me sentir utile. Je veux me prouver que je peux encore devenir quelqu'un. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Je pose le stylo. Relis ce que j'ai écrit. Souris. Dehors, Toulouse scintille dans la nuit. Quelque part dans cette ville, mon fils dort après une longue journée de travail honnête. Quelque part dans cette ville, une mère de 54 ans s'apprête à recommencer sa vie. Je plie le formulaire, le glisse dans une enveloppe. Demain, je l'enverrai. Je me couche, éteins la lumière. Dans le noir, pour la première fois depuis des années, je m'endors sans cette lourdeur dans la poitrine, sans cette angoisse du lendemain, sans cette peur d'avoir tout raté. Je m'endors avec quelque chose de nouveau, l'espoir. Épilogue 1 an plus tard. Juillet 2026. L'auditorium est bondé. 120 personnes, famille, amis, collègues. Je suis assise au premier rang. J'ajuste ma veste bleu marine, celle que j'ai achetée pour l'occasion. 60 €. Mon premier achat luxe depuis des années. À côté de moi, Nathalie me presse la main. « T'es prête? » « Non. » Je ris nerveusement. Je vais vomir. « Mais non, t'as assuré. T'as eu 18 de moyenne. T'es première de ta promo. Première ex aequo. Pareil. T'es une warrior. » Sur l'estrade, la directrice de l'Institut de formation prend le micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes d'aide-soignante, promotion 2025-2026. » Applaudissements. Mon cœur bat à 100 à l'heure. La directrice commence à appeler les noms, un par un. Les diplômés montent, reçoivent leur parchemin, sourient pour la photo, redescendent. Eliane Mercier. Je me lève. Mes jambes tremblent. Je monte les marches. La directrice me tend le diplôme. Serre ma main. Félicitations, Madame Mercier. Votre parcours est une inspiration pour nous tous. Je prends le diplôme. Papier épais, lettres dorées, diplôme d'état d'aide-soignante. Eliane Mercier, mention très bien. Je regarde la salle, cherche des yeux. Et je le vois. Dernier rang, debout, applaudissant. Sylvain. Il porte un costume. Bleu marine, cravate bordeaux, les cheveux bien coiffés, rasés de près. Il sourit. Les larmes coulent sur ses joues. Il lève le pouce. Notre signe. Depuis qu'il était petit. Je souris aussi. Les larmes brouillent ma vue. Je descends de l'estrade. Serre le diplôme contre mon cœur. La cérémonie continue. D'autres noms. D'autres applaudissements. Mais je n'écoute plus. Je fixe mon fils. Au dernier rang. L'homme qu'il est devenu. Après la cérémonie, on se retrouve dehors, sur le parvis de l'Institut. Le soleil de juillet tape fort. Toulouse brille. Sylvain m'attend près d'un arbre. Il tient un bouquet. Des roses blanches, mes préférées. Quand il me voit, il s'approche. Me tend les fleurs. Félicitations, maman. Je prends le bouquet. Respire leur parfum. Mes yeux piquent à nouveau. Merci, mon chéri, tu n'étais pas obligé. Si, t'as fait pareil pour moi quand j'ai eu mon bac. C'était mon tour. On s'étreint. Longtemps. Fort. Les gens passent autour de nous. On s'en fout. Quand on se sépare, il essuie ses yeux avec sa manche. Excuse-moi, je suis trop émue. Moi aussi. Je suis tellement fière de toi, maman. À 55 ans, reprendre les études, réussir avec mention, trouver un job tout de suite après. 54, j'ai pas encore 55. Il rit. Pardon. 54. Nathalie nous rejoint. Elle embrasse Sylvain. Bien joué le costume. T'es classe. Il rougit. Merci, c'est pour l'occasion. Et le boulot, ça va? Ouais, ça fait 1 an que je suis chef d'équipe maintenant. 100 € de plus par mois. Et je commence une formation en logistique en septembre, financée par l'entreprise. Sérieux? C'est génial! Ouais, le directeur a dit que j'étais fiable, que j'avais du potentiel. Il m'encourage à évoluer. Je le regarde. Mon fils, chef d'équipe, fiable, qui évolue. Mon cœur se gonfle de fierté. Et la coloc? Demande Nathalie. Ça roule. Mes colocataires sont cool. On s'entend bien. D'ailleurs, il se tourne vers moi. J'ai une nouvelle. Quoi? Je vais déménager. J'ai trouvé un studio. À moi, tout seul. Vraiment? Ouais. 450 €, près de mon boulot. C'est petit, mais c'est le mien. Je signe le bail la semaine prochaine. Je pose ma main sur sa joue. Mon grand,
Tu as tellement grandi. Il pose sa main sur la mienne. Grâce à toi, parce que tu m'as laissé tomber. Je ne t'ai pas laissé tomber. Je t'ai laissé grandir. Je sais. Et c'était ce dont j'avais besoin. On reste comme ça, main contre main. Mère et fils. Nathalie s'éclaircit la gorge. Bon, on fait ça? Je vous invite au resto. Non, dit Sylvain. C'est moi qui invite, pour une fois. T'es sûr? Je demande. Très sûr. Allez, j'ai réservé une table. Tu as réservé? Il sourit. J'avais prévu le coup. Je savais que tu réussirais. On marche jusqu'au restaurant. Le B-Bent, place du Capitole, là où tout a basculé il y a 1 an et demi. Le serveur nous installe. La même table, près de la fenêtre. Je regarde autour de moi. Les miroirs dorés, les banquettes rouges. Tout est pareil, mais tout a changé. Je me souviens de la dernière fois, dit Sylvain doucement. J'étais assis là, toi là. Je regardais mon téléphone. Je t'ignorais. Je commandais le plat le plus cher sans même te demander comment tu allais. Il baisse les yeux. J'étais un monstre. Tu n'étais pas un monstre. Tu étais perdu. J'étais les deux. Le serveur apporte les cartes. Sylvain commande pour nous 3 sans même regarder les prix. Une entrée à partager, 3 plats, du vin, de l'eau. Quand le serveur part, il me regarde. « Maman, j'ai quelque chose pour toi. » Il sort une enveloppe de sa poche, la pose sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. J'ouvre. Dedans, un chèque, 2000 €. Sylvain, mon remboursement, complet. J'ai économisé depuis 1 an, 50 € par mois comme prévu. Mais ce mois-ci, j'ai eu ma prime annuelle, 800 €. J'ai ajouté le reste de mes économies. Ça fait 2000 piles. Ma gorge se serre. Tu n'étais pas obligé. Si, on avait un contrat. Et aussi, je voulais. Tu m'as tout donné, c'est le minimum. 2000 €, c'est pas tout. Je sais, mais c'est un début. Et je continuerai. Même si le contrat est fini. Je te donnerai 100 € par mois maintenant, jusqu'à ce que je t'ai remboursé vraiment. Tous ces loyers, toutes ces courses, tout. Ça va prendre des années. Tant pis, j'ai toute ma vie. Je prends le chèque. Le regarde. 2000 €. Une somme énorme pour moi. Mais tellement dérisoire comparée à ce que j'ai donné. Pourtant, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le geste. La reconnaissance. L'amour. Merci, mon chéri. Non, merci à toi. On mange, on parle, on rit. Nathalie raconte des anecdotes de l'hôpital. Sylvain parle de ses collègues. Je parle de ma nouvelle vie. Parce que oui, j'ai une nouvelle vie. Dans 2 semaines, je commence mon poste d'aide-soignante. À l'hôpital Purpan. Le même hôpital où j'ai été femme de ménage pendant 23 ans. Mais cette fois, je ne nettoierai plus les chambres. Je m'occuperai des patients. Je les laverai, les nourrirai, les écouterai, les consolerai. Je ferai la différence. Mon salaire, 1900 € net. 500 € de plus qu'avant. J'ai déjà prévu. Je vais déménager. Louer un vrai studio. Avec une douche, une vraie cuisine. Peut-être même un balcon. 20 mètres carrés. Un palace comparé à ma chambre actuelle. Et avec l'argent qui reste, je vais vivre. Vraiment vivre. M'acheter des livres. Aller au cinéma. Voyager un peu. Voir la mer. Les montagnes. Toutes ces choses que j'ai sacrifiées. Toutes ces choses que je mérite maintenant. Le dessert arrive. 3 cafés gourmands. On les savoure lentement. Sylvain lève son verre d'eau. Je veux porter un toast. On lève nos verres. À maman. À la femme la plus forte que je connaisse. À celle qui ne m'a jamais abandonnée, même quand je le méritais. À celle qui m'a appris la leçon la plus dure et la plus importante de ma vie, se respecter. C'est d'abord respecter les autres. Sa voix tremble. Je t'aime, maman. Et je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu as eu raison de croire en moi. Les larmes coulent sur mes joues. Encore. Toujours. Je t'aime, mon grand. On trinque. Nos verres teintent. Nathalie essuie ses propres larmes. Putain, vous me faites chialer. On rit. Tous les 3. Après le repas, on sort. Le soleil commence à descendre. Le ciel se teinte de rose et d'orange. Toulouse en été. Magnifique. On marche jusqu'à la place du Capitole. S'assoit sur un banc. Regarde les gens passer. Des touristes qui photographient la façade rose. Des enfants qui courent après les pigeons. Des couples qui s'embrassent. La vie, partout. Tu sais ce qui est fou? Dit Sylvain. Il y a 1 an et demi, j'étais assis dans ma chambre, je jouais aux jeux vidéo toute la journée, je mentais, je profitais de toi, et je pensais que c'était ça la vie, que c'était suffisant.
Il secoue la tête. J'étais tellement con. Tu n'étais pas con. Tu étais jeune. C'est pareil. Je souris. Peut-être. Et maintenant? Maintenant, j'ai un travail, un appart, des vrais amis, des projets, une vie, une vraie vie. Il me regarde. Et c'est grâce à toi, parce que tu as eu le courage de me laisser tomber. Ce n'était pas du courage. C'était de la nécessité. Je n'avais plus le choix. Si tu avais le choix, tu aurais pu continuer à payer, continuer à te sacrifier, comme tu as toujours fait. Il prend ma main. Mais tu as fait le choix difficile, le bon choix. Tu m'as forcé à grandir, à devenir un homme. Et toi, tu as fait le reste. Tu aurais pu te braquer, disparaître, m'en vouloir à jamais. Mais tu as choisi de te battre. Parce que je savais que tu avais raison. Au fond de moi, je le savais. On reste assis en silence, main dans la main. Comme quand il était petit et qu'on se promenait dans les parcs. Mon fils, mon bébé devenu homme. Tu sais ce que j'ai compris? Dit-il. L'amour, c'est pas toujours être gentil. C'est pas toujours dire oui. C'est pas toujours donner. Il me regarde dans les yeux. Parfois, l'amour, c'est dire non. C'est laisser l'autre souffrir, tomber, se relever. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je hoche la tête. Exactement. Et quand j'aurai des enfants un jour, je ferai pareil. Je les aimerai en les laissant grandir, pas en les étouffant. Tu seras un bon père. J'espère. Le soleil touche l'horizon maintenant. Le ciel est en feu. Rouge, orange, violet. Un spectacle. Nathalie se lève. Bon, les amoureux, je vous laisse. J'ai ma série qui m'attend. On se lève aussi. On l'embrasse. Elle part en agitant la main. Sylvain et moi restons là, sur la place, face au Capitole illuminé. Je dois y aller aussi, dit-il. Je travaille demain à 6 heures. D'accord. On s'étreint une dernière fois. Fort, longtemps. Je suis fière de toi, maman. Tellement fière. Moi aussi, je suis fière de toi. On se sépare. Il s'éloigne, se retourne une fois, sourit, agite la main. Je lui réponds, le regarde disparaître dans la foule. Puis je reste seule, sur la place du Capitole, dans cette ville que j'aime, cette ville où j'ai tout perdu, cette ville où j'ai tout reconstruit. Je regarde le ciel. Les étoiles commencent à apparaître, timides, puis plus nombreuses. Je pense à tout le chemin parcouru. La chambre de 9 mètres carrés que je vais quitter dans 2 semaines. Les 23 ans passés à genoux sur du carrelage. Les sacrifices, les douleurs, les larmes, mais aussi le diplôme que je tiens contre mon cœur. Le chèque de 2000 € dans mon sac. Le fils qui est devenu un homme. La vie qui recommence. Je souris. Un sourire plein, entier, heureux. Pour la première fois depuis des années, je ne regrette rien. Ni les sacrifices, ni la douleur, ni même cette année terrible où j'ai dû briser mon fils pour le sauver. Parce que tout ça nous a menés ici, à ce moment, sur cette place, sous ce ciel étoilé. 2 êtres brisés devenus entiers. Une mère qui a retrouvé sa vie, un fils qui a trouvé la sienne. Je prends une grande inspiration. L'air de Toulouse, doux, chaud, vivant. Puis je me retourne et je rentre chez moi, vers ma nouvelle vie, vers mon nouveau départ, vers tout ce qui m'attend, le cœur léger, l'âme en paix. Enfin, fin note finale, parfois, l'amour le plus profond ne consiste pas à porter l'autre indéfiniment. Parfois, il consiste à le laisser tomber juste assez bas pour qu'il apprenne à se relever seul, parce que c'est dans la chute qu'on découvre nos vraies forces. Et c'est dans la reconstruction qu'on devient enfin qui on est censé être. Cette histoire est dédiée à toutes les mères qui se sacrifient, et à tous les enfants qui doivent apprendre que l'amour n'est pas une dette, mais un cadeau, qui se mérite, qui se rend, qui se construit, jour après jour, choix après choix, avec courage, humilité et respect. Pendant qu'il parlait fort dans son jeu vidéo, j'ai entendu mon fils dire « La vieille ne sait même pas que j'ai quitté la fac, et elle paie toujours tout. J'ai juste souri. » Et la semaine suivante, il a reçu un message « Le loyer n'a pas été payé. Quittez l'immeuble. » Et il m'a appelé désespéré.